Et ben on enchaîne. Du coup, premier talk de la soirée et pas des moindres, c'est Noé de chez Sicara. Alors, les personnes qui sont debout, n'hésitez pas, il y a des places devant. On a beaucoup, beaucoup de places devant, donc n'hésitez pas à avancer s'il faut. Ouais, bonjour à tous, très content d'être là ce soir avec vous. On va parler du coup de RAG. C'est un mot que vous avez sûrement déjà dû beaucoup entendre, Retrieval Augmented Generation, et l'idée d'améliorer la recherche documentaire avec de l'IA classique et de l'IA générative. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, il y a beaucoup de POC en fait, des solutions pour faire des POC, et on va voir quelle est la différence entre un POC et un outil en production. Donc rapidement, quelques mots à propos de moi. On a déjà eu beaucoup de mots à propos de Sika, donc on va s'arrêter ici. Mais j'ai travaillé 6 mois sur de l'OCR chez Realytics, une startup à Paris. Et ça fait plus de 3 ans que je suis chez Sicara, du coup, en tant que data scientist, à travailler sur des projets surtout en data science. Et quelques expériences intéressantes en rapport avec le sujet de ce soir. Du coup, c'est détecter des objets dans les vidéos et après les matcher avec des embeddings et des objets qui ressemblent en utilisant Milvus, une database vectorielle. Ou ce qui va être principalement le sujet de ce soir, mais faire un RAG pour du coup le groupe Théodo et dupliquer des adverts des annonces immobilières avec Qdrons. Et quelques articles aussi que j'ai pu faire sur le sujet. Je mettrai les QR codes à la fin si ça vous intéresse d'avoir un peu de lecture. Et j'ai fait des talks un peu similaires à PyData, Iterative Meetup et au GNL London. Du coup, une introduction assez courte sur qu'est-ce que c'est un RAG, pourquoi on doit l'utiliser, etc., pour s'assurer que tout le monde est à la même page. Globalement, dans beaucoup de compagnies, ça arrive assez souvent d'avoir des gros volumes documentaires, que ce soit dans un Notion, dans un Confluence, des PowerPoint, etc. Et c'est un peu complexe pour les différents employés de retrouver l'info qu'on veut au bon moment parce qu'on ne sait pas où chercher, etc. C'est pas toujours optimal. Et du coup, l'idée du RAG, c'est qu'on va créer un système qui va ingérer tous ces documents et après, on va pouvoir le requêter avec du langage naturel. Et du coup, maintenant, vos utilisateurs sont super contents parce qu'ils peuvent retrouver l'information qu'ils veulent au bon moment. Du coup, c'est un exemple de Ikari. C'est toujours sympa de donner un petit nom à ces produits. Je trouve que c'est aussi une bière au Japon, mais c'est un autre sujet. Et du coup, c'est le RAG du coup, de Sikara qu'on peut accéder par Slack. Ou comme on voit en dessous, on peut lui poser des petites questions, comme par exemple, quel linter est recommandé chez Sikara. Du coup, assez rapidement, il va sortir les sources similaires, donc juste quels sont les documents qui ressemblent dans le Notion. Et après, il va sortir une réponse à partir de ces documents qui sont similaires. Donc, de dire par exemple que chez Sikara, on recommande d'utiliser Rough, mais qu'il y a aussi des outils comme MyPy ou Black qui peuvent être utiles. Et après, on peut continuer à chatter avec. Il y a d'autres outils de qualité qui peuvent être intéressants, où là, on est beaucoup plus large sur la question posée, la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et là, du coup, il va répondre des choses comme par exemple SideChecker, qui est un outil pour du SEO que je ne connais pas personnellement, et CVAT pour du labeling. Forcément, on parle juste d'outils de qualité, donc il peut répondre tout et n'importe quoi. Mais vous comprenez à peu près le principe. Du coup, comment ça marche dans les grandes lignes un RAG? On va avoir du coup ces fameux documents dont je parlais, donc des PowerPoint, des notions, peu importe. On va les découper en chunks. Donc c'est des morceaux de documents, donc il faut le faire de manière assez intelligente pour qu'il n'y ait pas trop d'informations, pour qu'on puisse recueillir l'information facilement et qu'il y ait en même temps une information assez complète en chacun de ces chunks, donc ces portions de documents. Et après, on va avoir un modèle du coup d'embedding qui est un modèle qui va apprendre à créer un vecteur de taille fixe qui représente ce chunk, donc qui représente ce morceau de texte. Et tous ces vecteurs de taille fixe, on va les mettre dans une database un peu spéciale qu'on appelle une database vectorielle qui est justement optimisée pour la recherche de ces vecteurs. Et après, quand notre utilisateur il pose une question, on va utiliser le même modèle qu'on a utilisé précédemment, créer une représentation, comparer cette représentation à toutes les représentations qu'on a précédemment, et ça va nous sortir les search results. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis quelques années maintenant. Il y a des bons modèles d'embedding qui sont sortis autour de 2019-2020, mais la couche supplémentaire qui est apparue récemment, de pouvoir après mettre ces documents qu'on a retrouvés dans un LLM pour un peu avoir une réponse un peu concaténée de ces bouts de documents. Donc maintenant que vous êtes tous des experts sur le fonctionnement des RAG, on va voir comment on a construit notre RAG chez Sicara et le groupe Théodo et qu'est-ce qu'on a mis en place pour qu'il soit production ready. Donc en fait, on va avoir plein d'outils open source qui vont servir à faire des POC pour des RAG. Donc il y a par exemple LangChain, on a sûrement entendu parler. Il y a aussi Quiver, qui va avoir l'avantage d'être un outil tout en un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compétences de code
on peut juste y aller et après il y a une interface, etc. et interagir avec. Ou Dancer, qui lui va être un peu moins connu, va être plus être orienté sur les différentes sources, intégrer un peu partout, etc. Donc celui qu'on avait choisi à l'époque, parce que c'était le seul qui existait à l'époque aussi, c'était Langchain, donc qui permet du coup de fournir du code pour justement implémenter ce genre de système assez rapidement. Ensuite, une fois qu'on a choisi comment lancer notre produit, on va devoir vite choisir une database vectorielle. Donc il y a deux types de databases vectorielles en fait. On va avoir celles qui sont dédiées. Donc c'est vraiment des providers qui font que ça. C'est leur produit, c'est une database vectorielle qui est optimisée pour la recherche de vecteurs. Et des databases plus traditionnelles comme Postgre, Elasticsearch qui existent depuis très longtemps déjà, qui ont rajouté une fonctionnalité pour faire de la recherche vectorielle. Les grosses différences qu'on va observer, c'est qu'effectivement, celles qui sont dédiées vont être plus performantes puisqu'elles sont vraiment optimisées pour ça et parfois développer des petits features en plus qui peuvent être sympas. Mais globalement, en fait, quand on fait des RAG, souvent les gens qui font des RAG, ils n'ont pas des millions et des millions de documents. Et ces databases qui sont dédiées, elles vont vraiment faire une différence quand on va traiter vraiment une très très grosse quantité de documents. Du coup, avant ça, à part s'il y a vraiment des features qui vous intéressent, c'est plutôt plus intéressant probablement de partir sur des outils plus traditionnels, surtout si vous les avez déjà dans votre stack, parce que ça vous permettra après, in fine, de simplifier votre stack et d'avoir un outil plus simple. Comme beaucoup de choses dans l'IA générative, autour de l'IA générative, du coup, ces outils-là ont levé une quantité assez astronomique d'argent. Du coup, ils peuvent fournir plein de choses gratuites, dont des services managés gratuits. Donc, on peut, en quelques clics sur chacun de ces outils-là, aller popper une database et gratuitement et hoster plusieurs centaines de milliers de vecteurs gratuitement. Donc, ce qui est assez cool. Et enfin, donc ça, c'est juste un petit détail en plus, mais on a quelques-unes comme Qdrunt ou Weaviate qui permet d'être utilisé facilement sur disque, en tant que fichier ou seulement en mémoire, etc. Donc, qui simplifie vraiment les tests et les itérations quand on commence à faire un peu de R&D. Donc voilà. Et après, un petit article pour plus d'informations, je vous mettrai un petit QR code à la fin, si jamais ça vous intéresse de creuser le sujet. Donc maintenant, on a mis en place son RAG. On a notre database vectorielle qu'on a choisie. Ce qu'on va vouloir ensuite, c'est s'assurer que son information est toujours à jour. En fait, la documentation, elle n'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps. Si on va avoir des utilisateurs qui vont interagir avec, qui vont supprimer des fichiers, qui vont en créer, qui vont en modifier. Et en fait, tous les outils que je vous ai montrés juste avant, c'est des outils qui vont pas vraiment prendre en compte d'updates, enfin même pas du tout, prendre en compte d'updates automatiques. Donc c'est plutôt manuellement, je peux en rajouter, mais qu'est-ce qui se passe si je peux en supprimer, et surtout, j'ai pas envie de le faire manuellement à chaque fois. J'ai envie qu'il y ait un système un peu automatique, parce que sinon c'est très décevant, frustrant pour mes utilisateurs d'interagir avec de l'information qui est potentiellement pas à jour. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a implémenté un workflow automatisé pour gérer tous ces ajouts, suppressions, updates de documents. Quand on fait ce genre de système, c'est bien de suivre les best practices de data engineering, donc de vraiment splitter aussi granulairement que possible les différentes tâches pour après simplifier le debugging, l'analyse des résultats, l'alerting si on va en implémenter, etc. Du coup, c'est un exemple de ce qu'on a fait ici. Il y a d'autres technos et d'autres manières de découper. Et du coup, on est parti avec Airflow. Donc, on va partir sur une première étape pour identifier les documents qui ont potentiellement changé dans le Notion. Donc, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé, etc. On va télécharger les documents qui ont été modifiés ou ajoutés. Ça va être une partie identifier les documents vides, un peu spécifique à notre documentation, parce qu'en fait, dans notre Notion, on va avoir énormément de pages vides. Et du coup, tout ce qu'on va ingérer, c'est le titre de la page. Et du coup, on a une information qui est relativement faible. La question qu'on pose, bah, c'est aussi un texte relativement court. Du coup, on va dire que le modèle d'embedding, quand il va après essayer de représenter ces informations, elles vont être très similaires. Ce qui fait que quand on va ingérer des pages vides qui contiennent peu d'informations, elles vont plus souvent ressortir que les pages qui contiennent beaucoup de contenu parce qu'elles sont plus loin un peu dans l'espace que représentent ces modèles. Et du coup, ça va largement diminuer la performance du modèle. Du coup, on va les filtrer. Ensuite, on va créer ces chunks qui sont ces portions de documents, calculer ces embeddings et les mettre dans la database vectorielle. Une fois qu'on a fait ça, donc ça y est, maintenant nos utilisateurs sont contents, ils ont de l'information à jour. On va commencer à collecter et analyser les inputs des utilisateurs. Donc, on a un utilisateur qui interagit avec et on va collecter tout ça, ce qui va permettre de faire des choses en fait assez classiques, monitorer l'utilisation, la rétention, est-ce que les gens utilisent mon outil, est-ce qu'ils restent sur mon outil, ou est-ce qu'on l'utilise une fois et après ils ont fait ciao. Aussi, ça va permettre de savoir est-ce que mon outil est correctement utilisé. En fait, est-ce que les gens posent les bonnes questions, est-ce qu'ils comprennent à quoi ça sert, ou après potentiellement fournir des guidelines, générer des nouvelles idées d'improvements. Donc, comme par exemple ce que je vous disais juste avant, les
on se rend compte qu'il y a beaucoup de pages vides qui sont sorties. Du coup, on va commencer à les filtrer. Et du coup, réutiliser en fait toute cette donnée d'utilisateurs qui ont posé des questions, c'est de l'or pour après construire un dataset et pouvoir itérer dessus. Et du coup, on va pouvoir, du coup, comme je le disais, pouvoir commencer à itérer dessus. Pourquoi on veut itérer dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Typiquement, on peut commencer à customiser nos prompts ou faire des meilleurs prompts, etc. J'ai mis une petite flèche, faites attention aux chaînes. Donc, il y a quelque chose d'assez classique qui se fait dans l'IA générative, qui est d'utiliser des chaînes où on va appeler récursivement un LLM avec différents prompts, etc. Le problème, c'est qu'on perd de l'information à chaque call. Et du coup, de base, on avait pris qui avait implémenté LangChain, qui étaient des chaînes pour faire ce genre de choses. On s'est rendu compte qu'en faisant juste un gros prompt, ça marchait beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas d'information qui était perdue. Quitte à mettre moins de documents dans le prompt. Utiliser d'autres modèles. Donc, potentiellement, il y a des modèles open source, d'autres modèles. Donc, on était parti avec OpenAI qui peuvent être utilisés. Améliorer le chunking. C'est vraiment, en fait, souvent ce qui va être clé dans ce genre de système. C'est de travailler sur l'information qu'on rentre dans la database vectorielle. Parce qu'en fait, si on ne ressort pas ce qu'il faut au moment de la similarity search, au moment où on vient chercher l'information de la database vectorielle, après, le LLM, il a beau être aussi bon que possible, ça ne marchera pas. Et enfin, rajouter des règles custom. Donc, par exemple, là, je parle de workspace filtering. On est du coup dans le groupe Théodo. Il y a plein de startups, chacune a son workspace. On se rendait compte que beaucoup de gens posaient des questions par rapport à leur workspace. Donc, qu'est-ce qui se passe à Sicara? Qu'est-ce qui se passe chez Théodo? Et du coup, simplement mettre des règles de filtering au moment où on appelle la database pour ressortir les documents appropriés. Aussi, ça boucle avec ce que je disais juste avant, et vraiment faire attention où est le bottleneck de performance dans la pipeline. Est-ce que c'est au niveau de la génération ou est-ce que c'est au niveau du retrieval pour savoir, donc le retrieval, le moment où je vais mettre mon vecteur dans la database vectorielle et récupérer les documents similaires pour savoir où est-ce que je mets de l'effort. Nous, pour Ikari, on a utilisé DVC, donc c'est une techno qu'on aime beaucoup chez Sicara, qui permet en fait de versionner notre données, nos expériences, et d'orchestrer en fait cette pipeline d'expérience pour juste lancer ce qui est nécessaire. Techno dont vous avez aussi sûrement entendu parler, qui s'appelle Streamlit, qui est très cool pour analyser les expériences. En fait, l'un des gros problèmes qu'on a avec l'IA générative, c'est qu'elle est énormément facilitée par des outils qui sont closed source, comme par exemple OpenAI. Et sans entrer dans les détails, le fait qu'on n'ait pas accès du coup, aux résultats exacts du modèle et plus aux résultats que nous sort OpenAI, on ne peut pas faire d'évaluation automatique. Du coup, on est obligé de faire énormément de visualisation pour un peu se rendre compte de si notre modèle marche bien ou pas. Du coup, on peut utiliser Streamlit qui permet de générer des dashboards assez rapidement. Vous inquiétez pas, je vais zoomer dessus dans une seconde. Ça permet du coup de générer des dashboards et en fait, vous pouvez assez facilement générer des choses comme celle-là où vous pouvez avoir en fait d'un côté ce qui s'est passé en live et de l'autre côté votre nouvelle expérience que vous essayez justement d'améliorer votre process. Donc par exemple dans l'exemple que je montre ici, on va avoir du coup d'un côté la question qui a été posée en live par un utilisateur. Donc où est-ce que je peux trouver les informations sur le blog Théodo dans notre documentation? Ça va être la réponse qui a été sortie par le bot en live et les sources qui ont été données à l'utilisateur. Et ça, c'est ce que notre nouvelle expérience sort. Donc, on voit que c'est un texte qui est beaucoup plus verbeux. Pas forcément de bonnes ou mauvaises réponses. Après, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire à partir de ça. Après, se définir un objectif et évaluer à partir de ça. Et toujours sympa aussi de visualiser ce qu'il y a dans ces sources. Donc, comme je vous disais, potentiellement, ça a plus ou moins bien ou mal répondu à cause de la partie LLM, mais potentiellement aussi à cause de la partie retrieval en amont. Et du coup, regarder ce qui a été fourni au LLM, c'est hyper important. Une fois qu'on a mis tout ça, qui sont vraiment les choses, je dirais, principales pour commencer à avoir un projet qui tourne en production, on peut commencer, puisqu'on a commencé avec des outils closed source, à considérer des outils open source pour avoir plus de contrôle. Et je vais y venir tout de suite, donc avoir plus de contrôle, plus de customisation, etc. Puisqu'en fait, comme je le disais, sur les outils open source, on a accès directement à ce que sort le modèle. Et à partir de là, on peut faire des choses un peu plus contrôlées et customisées. On peut faire du coup de l'évaluation plus automatisée, s'assurer de la data privacy, donc s'assurer que notre donnée, elle va pas n'importe où. Et aussi, il y a des nouveaux modèles dont vous avez sûrement entendu parler, comme la MAV2, Mistral 7B, qui commencent vraiment à concurrencer les modèles closed source. Et ça peut être aussi, bien sûr, moins cher si on a un usage assez intensif. Comme je vais le voir tout juste après, il faut avoir un usage quand même assez fort. Actuellement, les avantages, c'est honnêtement GPT-4 et Claude 2 aussi, ça ça performe mieux en fait que n'importe quel modèle qu'on peut avoir. Et ça inclut plein de fonctionnalités. Donc maintenant, ils sortent
Ils ont aussi connecté plein de modèles de vision derrière pour avoir un outil tout en un. Donc, quand même, quand on veut démarrer vite, c'est quand même assez génial. Et aussi, si on est là juste à faire quelques appels par jour, comme c'est des gros modèles, les servir nous-mêmes, quand on parle d'open source, c'est assez cher. Donc, si on est là juste à faire quelques appels par jour, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rentable d'utiliser des services comme OpenAI ou Claude. Et pour terminer, juste quelques considérations produits au niveau qui peuvent être intéressantes. La première, c'est que en fait, on a vu plusieurs sources de données. Donc, dans notre cas, il y avait HubSpot et Notion. Et c'est souvent tentant, quand il y a plein de sources de données, de se dire on va faire un super outil qui combine toutes nos sources, etc. La vérité métier, c'est qu'en général, les gens qui s'intéressent à une source de données s'intéressent que à celle-là. Et en fait, si je prends l'exemple de HubSpot et Notion, les gens qui posent des questions pour notre Notion ou pour le HubSpot, c'est des questions très différentes. En fait, le HubSpot, il est plus pour les sales, pour la vente, etc. Notion, c'est plus la documentation générale. Du coup, aller combiner les deux, il y a vraiment très, très peu de cas où c'est intéressant. Et faire deux outils séparés pour appeler les deux, c'est peut-être ce qui a plus de valeur. Aussi, on veut que son RAG, ce soit un peu le go-to search tool. En fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que on veut pas que les utilisateurs aient à se demander, ah, mais pour cette question, est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois aller là? Il faut que c'est un outil unique. Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des requêtes que font les utilisateurs, c'est des requêtes simples. C'est pas des choses qui demandent énormément d'agrégation. S'ils cherchent une page et ils veulent juste aller vite. Et du coup, comme on l'a vu juste avant, de sortir faire la similarity search, donc sortir les documents similaires, c'est quelque chose de très rapide. Par contre, la réponse du LLM, elle est beaucoup plus longue. Donc c'est là où c'est intéressant de sortir d'abord les outputs de la similarity search et après l'utilisateur, s'il a besoin de quelque chose d'agrégé ou non, il attendra ou pas. Et au moins, ça lui simplifiera son expérience utilisateur. S'il a besoin d'attendre 10 secondes à chaque fois, il va vite se lasser. Et enfin, quelques considérations, disons que plus génériques aux outils d'IA, bêta-testés. En fait, j'ai déjà fait des projets où l'outil est parti en production trop vite à tout l'utilisateur, ça marchait pas. Du coup, l'utilisateur, il fait assez de l'IA, je comprends pas, ça marche pas. Et du coup, après, on a beau améliorer l'outil, une fois que l'utilisateur est déçu, il va pas revenir. Du coup, bêta-tester avec un petit set d'utilisateurs, c'est toujours une bonne idée pour s'assurer que de ne pas perdre tout le monde d'un coup. Essayez de limiter le nombre d'outils que vous ajoutez. C'était ce que je disais pour les databases vectorielles. Ça marche aussi sur comment vous accédez à votre RAG. Dans ce que j'avais mis, c'était Slack. En fait, dans notre groupe, tout le monde utilise Slack, donc c'est assez simple. Si c'était un site internet en plus, c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire en sorte que les gens l'adoptent. Et enfin, récupérer du user feedback. Donc, aller parler aux utilisateurs, évidemment, aller comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, manuellement et aussi automatiquement. Donc, le petit système de push, thumb up, thumb down de OpenAI marche aussi très bien. Et du coup, en conclusion, on a un petit résumé du trajet. On a commencé par utiliser LangChain avec Qdrun pour la database vectorielle. Pour faire quoi ce que je disais au début, effectivement, on avait quand même quelques centaines de milliers de chunks. Du coup, Qdrun paraissait adapté. On aurait pu aussi se baser sur une PostgreSQL, ça aurait aussi bien marché. Il y avait aussi l'idée de découvrir ces nouveaux outils au moment où ils sortaient. Airflow, du coup, pour l'automatisation du workflow. On a collecté les user feedback pour justement pouvoir les analyser. DVC pour itérer sur nos expériences. Knit pour analyser ces expériences. Et enfin, les high-level product considerations dont je parlais. In fine, on est un peu sorti de LangChain parce que on l'utilise toujours en tant que librairie pour appeler nos modèles, etc. Mais en fait, en tant que framework, c'est quelque chose d'assez complexe. On va avoir des calls imbriqués pour faire des choses assez simples. Et du coup, en termes de debugging, de customisation, ça devient vite compliqué. Et en fait, pour faire ce que nous on faisait, c'est-à-dire un RAG, c'est quand même assez simple de le sortir. Du coup, pour pouvoir en fait faire ce qu'on voulait faire et avoir un full contrôle, les facilités de debugging, la recherche de code, etc. On est peu à peu en fait sorti du framework, mais toujours en l'utilisant en tant que librairie parce que ça fournit plein d'outils assez intéressants. Et juste un mot pour la fin, c'est réfléchissez quand même avant de mettre un RAG à la proposition de valeur qu'ajoute ce RAG. Avec le RAG, c'est-à-dire la proposition de valeur, c'est vraiment de fournir de l'information qui est fiable de manière plus rapide et ou meilleure qu'avant. Si en fait l'information n'est pas fiable et que c'était déjà très bien ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'était déjà très rapide ou très bien, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre en place ce genre de système. C'est tout pour moi. Du coup, je vous ai mis les deux QR codes d'articles en rapport si jamais ça vous intéresse d'avoir un peu de lecture et quelques liens. Je commence à poster un peu mes points de vue sur différentes technos sur Twitter si jamais ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Alors, très bien. On va à présent passer aux questions. Alors, pour ceux qui nous regardent depuis le stream,
il faudra poser les questions sur cette plateforme. Et pour ceux qui sont dans la salle, levez juste la main. Salut Adrien, merci pour le talk, c'était super intéressant. Moi j'avais une question, tu as parlé de l'abandon des chaînes de prompts, donc en fait de la partie un peu prompt engineering, dans le sens où on va enchaîner des prompts pour essayer de découper l'information, de la retravailler, de la scorer, ce genre de choses. Est-ce que vous avez testé un peu des méthodes de prompt engineering qui se font aujourd'hui? Et du coup, vous avez trouvé ça pas concluant ou c'est juste Alors, la méthode qu'on avait de base, c'était qu'on récupérait du coup les 6 documents les plus proches et on avait posé une première question. À partir de la question que j'ai posée, sors-moi de ce document l'information relevant. Et du coup, ils faisaient ça pour les 6 documents et après, ces 6 informations relevant, on mettait ça dans un gros prompt et après, ils sortaient la réponse finale. In fine, comme on avait parti sur des chunks plus petits, on a mis directement tout dans un seul prompt. Et en fait, les réponses étaient bien meilleures parce qu'on se rendait compte que dans cette première question, parfois, il allait oublier un bout d'information qui allait, après, en étant couplé avec d'autres chunks, etc., ça va être intéressant. Et du coup, en fait, de faire du tout en un. Et c'est un peu aussi ça va vraiment dans la philosophie du machine learning depuis des années, qui est de faire des systèmes end-to-end qui font tout d'un coup. Ça marche beaucoup mieux que de faire plein de petits modèles. Ok, donc on va partir ici. Merci pour le talk. Moi, j'aurais une question par rapport au chunking. Comment tu sais que tu as un mauvais chunking et quels sont les paramètres qui influent le plus? Et après que tu mis après que tu déployé ton modèle, si par exemple la base documentaire elle change, est-ce que tu dois aussi peut-être regarder, réadapter ces paramètres par rapport peut-être à des changements de documents, de longueur ou de type? Et comment tu fais pour monitorer ça? C'est un peu la question où personne n'a vraiment une réponse définitive. Déjà, quelque chose de très concret, c'est déjà que plus ton chunk sera gros, plus tu devras mettre quelque chose de lourd dans ton LLM derrière. Donc déjà, avoir travaillé des chunks plus petits, ça permet d'aller plus vite dans la partie génération après. Nous, ce qu'on a trouvé, en tout cas sur ce projet-là, et je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, ça dépend vraiment des projets, etc., mais c'est qu'avoir une information assez courte, du coup, on essaie de découper par paragraphe. Après, définir ce qu'est un paragraphe sur Notion, c'est toujours un peu bancal. Du coup, on essayait de trouver des patterns, mais d'avoir des informations par paragraphe. Après, on arrivait à trouver une information beaucoup plus granulaire pour répondre aux questions. Et est-ce que tu as une idée à quoi ça ressemble un résultat quand tu as un mauvais chunking? Quand tu as un mauvais chunking, donc soit tu as du coup des chunks qui sont trop petits, et du coup, l'information pour répondre à ta question, elle est découpée en deux chunks. Donc en fait, soit ton retrieval va être assez bon pour trouver ces deux chunks-là, et du coup, ton LM pourra après reconstituer la chose, et tu vois qu'on est déjà sur quelque chose d'assez compliqué, soit il va juste pas les trouver, du coup, tu n'as pas une bonne réponse à la fin. Et après, s'il est trop long, du coup, techniquement, tu vas encoder une information qui est plus grosse, et du coup, tu vas t'éloigner de ton vecteur de questions. Et du coup, si tu t'éloignes de ton vecteur de questions, tu as moins de chances de retrouver cette bonne information quand tu vas le noyer dans plein d'informations différentes. Ok, merci. Merci pour le talk, super intéressant. J'ai 2 questions. La première, c'est pour continuer un petit peu sur le chunk. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode justement pour créer ces chunks? Est-ce que c'est du parsing ou est-ce que vous avez utilisé un LLM derrière pour aller retrouver des chunks, par exemple, dans des documents complètement déstructurés? Ça, ce serait la première Non, question. on a fait du full manuel. Effectivement, c'est intéressant d'essayer d'utiliser des modèles pour essayer de faire des meilleurs chunks. Nous, on a fait du full manuel. Du coup, comme j'ai dit, on a essayé de définir ce qui était un paragraphe et découper ces paragraphes et après rajouter toute la métadata de Notion, le titre, etc. dans le chunk. Chose qu'on n'a pas fait, qu'on s'est dit qu'on pourrait faire, c'était par exemple aussi de rajouter où est-ce que le document se trouve par rapport à la racine. En telle page, telle page, telle page, etc. Donc voilà, c'est vraiment de la cuisine. Et j'ai une deuxième question du coup, parce que c'est une problématique qu'on a aujourd'hui avec un sujet de RAG. Comment vous avez fait est-ce que vous avez trouvé une méthode en fait pour évaluer vos modèles, ou plutôt le résultat final de vos modèles, sans avoir besoin de demander à un utilisateur de comparer les réponses qui ont été données par le RAG, en tout cas par le système, euh, manuellement avec ce qui aurait pu potentiellement être une bonne réponse. Par exemple, est-ce que vous avez réussi à trouver des métriques d'évaluation de manière à juste changer le nom du modèle dans LangChain et voir si à la fin c'était meilleur? Alors non, en fait, il y a une méthode qui se veut vouloir faire ça, qui est utiliser des LLM pour évaluer d'autres LLM. Après, si on part directement avec GPT-4, qui est le meilleur, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est là où j'en venais aussi au modèle open source. C'est que si on utilise un modèle open source, on a accès directement à la distribution de probabilité sur tous les tokens qui sort à chaque itération. Et du coup, on peut utiliser ça pour, en fait, de la même manière qu'on calcule une loss quand il s'entraîne, là, avoir en texte la réponse à laquelle je m'attends et du coup calculer une réponse à laquelle il s'attend. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait le faire, mais sinon,
Non, on n'a pas craqué le truc. Merci. Alors, j'ai eu, hein, mais on a une question de la part donc des internautes. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question, un avis sur la MyIndex. J'ai jamais utilisé, enfin, je vois l'outil, j'ai jamais trop touché. Pour moi, ça va être très similaire à LangChain, donc c'est un framework et en fait, là, il y a toujours la question de est-ce qu'on a vraiment besoin d'un framework pour faire de l'IA générative? Enfin, quand je pense à des frameworks, je pense à Spark, à TensorFlow, Torch, React, qui font des trucs hyper complexes. Et en fait, on est obligé de se marier avec parce que sinon, on peut pas recoder ce qu'ils font. Tandis que là, on peut clairement recoder ce qu'ils font. Et non, c'est pas toujours production ready. Il y a beaucoup de breaking change. Pour des choses simples, je dirais essayer au maximum de pas forcément faire de framework. C'est vraiment mon avis. C'est pas forcément partagé par tout le monde. Peut-être que pour des choses plus complexes comme des agents, où là, il y a beaucoup de code récursif, etc., peut-être que ça devient plus intéressant d'utiliser des outils comme la MyIndex, LangChain. Ok, donc au niveau des questions, il y a encore beaucoup de questions. Malheureusement, il faut avancer. Et tous les speakers restent ici pour le cocktail de networking, donc n'hésitez pas à venir leur poser ces questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Voilà.